Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Tout de suite, de l'histoire de Marie-Clémence, second épisode. Il est hors de question que j'appartienne à cette église qui ne veut pas de ce que je suis et qui me ment depuis que je suis toute petite parce que j'étais persuadée que l'église ne prônait que la tolérance. Et même avec ma famille, je commence à prendre certaines distances. Alors ma famille élargie, c'est-à-dire que mes parents, mes frères et sœurs, eux ne sont pas allés manifester. C'est très douloureux pour eux. Ma mère, à cette époque-là, souffre énormément parce qu'ils ont beaucoup de membres de leur entourage qui sont allés manifester. Et alors soit ils osent pas en parler parce que, encore une fois, ça reste un secret pour quasiment tout leur entourage. Soit ils en parlent et ils expliquent qu'ils se sentent pas d'y aller parce qu'ils savent très bien que ça me ferait énormément souffrir. Voilà. Mais je sais que si j'avais pas été là, ils y auraient été. Mes parents y auraient été, évidemment. Et voilà. Et en plus, tout ça s'étale dans le temps. C'est-à-dire que c'est 1 an, 2 ans. Enfin, et j'essaie de garder mon sang-froid. Je me brouille avec personne parce que j'en ai marre d'être celle qui fout le bazar. Ma famille souffre énormément de ma vie amoureuse déjà depuis quelques années. Je sens que c'est l'objet de souvent des grands conflits dans la famille, que les gens ne sont pas d'accord entre eux, que ma mère reçoit des appels de mes tantes qui viennent lui apporter leur soutien, mais qui en réalité viennent surtout lui dire heureusement que ça se passe pas chez moi. Je sais que tout le monde en souffre et j'en ai marre d'être l'objet des souffrances. Moi, je veux juste passer incognito, je veux que ma vie elle se déroule comme je l'avais prévu, quoi. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et donc les semaines passent, petit à petit ça s'éteint un peu. Mais je sens que ça a marqué une réelle fracture, moi, avec ma propre famille et ma famille élargie, vraiment. Il y a quelque chose qui est brisé à ce moment-là et j'en souffre énormément. Mais mes grands-parents ne sont toujours pas au courant, on leur cache, c'est-à-dire que je ne les vois plus. Moi, j'étais très proche d'eux et je ne vais plus leur rendre visite, je les appelle plus, je prends plus de nouvelles, parce que j'ai pas envie de me cacher, j'en ai marre de faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand je suis avec eux. Et puis voilà, je rêve toujours de mariage, et la loi est passée, enfin. Et puis un jour, Aurore me demande en mariage. Alors elle voulait absolument pas se marier, ça faisait pas du tout partie de ses plans, mais elle comprend que c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Elle se dit bon on va le faire, ça sera qu'une journée et puis ça va vite passer. Donc elle saute le pas un jour et elle me demande en mariage et je me dis ok, maintenant va falloir l'annoncer aux parents. Donc j'ai un petit peu peur et je leur écris une lettre où je leur annonce. En fait j'ai vécu l'annonce des fiançailles de mes frères et sœurs, des moments où mes parents avaient les larmes aux yeux, ils étaient heureux, tout le monde saute de joie, et je me dis je vais pas avoir droit au même traitement et ça va être trop douloureux pour moi de voir leur regard, d'entendre leur voix déçue au téléphone ou la tristesse. Donc je me dis je vais prendre un filtre qui est d'écrire une lettre, comme ça je serai pas là quand ils recevront l'information. Mon père me dit on t'aime quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il est vraiment de plus en plus paniqué. Ma mère, elle ne comprend pas, elle me pose une question que beaucoup de gens homophobes posent à cette époque-là, c'est pourquoi vous voulez vous marier ? Pour les mêmes raisons que t'as épousé papa il y a 30 ans en fait, c'est tout. Mais elle comprend pas pourquoi est-ce que je vais encore plus loin dans le fait de m'afficher, dans le fait de vouloir réunir tout le monde une journée. Elle ne comprend pas. Et je vis toute cette préparation du mariage seule, c'est-à-dire que je m'étais toujours imaginé aller essayer ma robe de mariée avec ma mère, mes sœurs, mes témoins, etc. En fait, mon premier essayage, je suis avec une copine et ça va pas du tout. J'ai vraiment souvenir de ce premier essayage où je suis avec cette copine et je suis dans une boutique de robes de mariée et vraiment j'ai l'impression de réaliser un de mes rêves de petite fille. Je me dis ah là ça y est, ce moment que j'ai tant attendu, je vais essayer des robes. Et j'essaie une robe, 2 robes et je me vois en train de pleurer de face au miroir. Et la vendeuse me dit vous êtes émue, c'est un grand moment. Et je la regarde, je suis pas du tout émue, je suis tellement triste en fait et je me trouve pas belle en fait. Je me dis mais est-ce que c'est ça qu'on m'a vendu depuis que je suis gamine ? Ça n'a rien à voir, je suis en train de vivre un moment horrible. Ces robes que je trouve magnifiques sur le papier, sur ces photos de mannequins, elles me vont pas du tout, ça me va pas, quoi. Et je comprends pas, et j'y retourne 1 fois, 2 fois, 3 fois dans des boutiques, et à chaque fois c'est une catastrophe, et le mariage approche. Et puis en plus, moi je veux la jouer hyper romantique, en mode je ferai la surprise à Aurore de comment est-ce que je suis habillée, etc. Et en fait, à un moment, je me dis, ok, qui me connaît le mieux sur cette terre, là, c'est Aurore. Et en fait, je dis, Aurore, viens avec moi, s'il te plaît. Et elle vient avec moi, et avec une copine. Et on fait des essayages de robes, et Aurore me dit, prends une robe courte, simple. Elle dit, arrête de voir, elle me dit, mais tu vas pas venir avec une traîne dans la mairie, t'as 4 mètres à parcourir, t'es pas dans une cathédrale au roi de ton père, quoi. Et moi, je veux pas, je lutte. Et au bout d'un moment, je fais, bon, donnez-moi la seule robe courte qui est en vente ici, parce qu'en plus, c'est pas facile de trouver une robe courte, voilà. Et je l'essaye, et en fait, c'est juste une évidence, c'est-à-dire que la robe, elle coûte 4 fois moins cher que toutes les autres robes de mariée. C'est une robe simple, en tulle, avec un petit jupon qui m'arrive aux genoux. Et en fait, c'est juste celle-là. Voilà. Et je me rends vraiment compte. En fait, je me vois dans le miroir. Et en fait, je me trouve pas sublime, mais je me reconnais. C'est-à-dire que c'est moi, en face. C'est celle que je suis et pas celle que je pensais être. Voilà. Et c'est vrai que encore une fois, c'est des étapes dans la vie qui sont vraiment des moments de deuil,
Enfin, ce qui m'est arrivé là, pendant toutes ces années, c'est pas juste une histoire d'amour un peu différente, en fait. C'est aussi le parcours pour devenir adulte. C'est se détacher des projections qu'on se fait quand on est gamin, en fait. De se détacher de notre éducation. Comprendre qu'on peut être quelqu'un d'autre que ce que nos parents ont voulu, sans pour autant être une mauvaise personne. Je sais pas parce que j'ai pas une longue robe avec une traîne et un voile que mon mariage sera moins beau, en fait. Toute la préparation se fait sans ma mère. Et pour moi, c'est hyper douloureux parce qu'elle s'était évidemment affairée pendant 1 an à préparer ceux de mes frères et sœurs. Mais on n'en parle pas, le sujet, c'est juste un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on parle même des mariages des autres membres de la famille, des cousins, etc. Mais mon mariage, on n'en parle pas, il n'existe pas. Et c'est vraiment difficile, donc j'apprends aussi à me dire que voilà, le jour de mon mariage, je sais que mes parents seront là. Ma mère, évidemment, m'a dit qu'elle serait là. Ils participent à mon mariage de la même manière financièrement qu'ils ont pu participer à ceux de mes frères et sœurs. Donc symboliquement, c'est très important aussi. Mais dans le fond, je me sens pas accompagnée au quotidien. Et en fait, c'est assez drôle parce que moins d'1 mois avant le mariage, un jour, je suis au téléphone avec ma mère. Et évidemment, on n'aborde pas le sujet, à part de savoir, elle sait la date et l'heure, mais c'est tout, on n'en parle pas. J'essaie de combler un peu la conversation et je lui parle d'un site, je lui parle de Pinterest. Voilà. Je lui dis, tu connais Pinterest, elle qui adore les arts déco, etc. Je dis, tu devrais regarder cette application. Elle fait, oui, je connais. Elle me dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Là, je dis, oh là là, je vais devoir prononcer le mot mariage. Je dis, bon, allez, je le prononce, et puis après, on va vite raccrocher. Donc, je dis, c'est pour mon mariage. Et là, je sens qu'il y a un moment de silence, encore une fois, parmi les heures de silence qu'on a pu avoir toutes les deux ces dernières années à ce sujet-là. Et elle me dit, tu veux que je t'aide pour la déco? Et là, j'en pleure, c'est que je dirais au téléphone, je suis en train de pleurer, de me dire, mon Dieu, elle est là, elle s'est réveillée, ça y est. Alors, un peu tard, on va pas se mentir, on est à 1 mois du mariage, ça fait quand même 1 an qu'on en parle. Mais elle est là. Et en fait, les 3 dernières semaines, elle fait tous les petits cadeaux pour les invités, elle fait la décoration, etc. Elle s'est affairée. Elle me pose pas de questions sur ma robe, sur le reste, elle veut pas trop savoir, mais elle est là le jour du mariage. Et elle a participé, elle a été présente. Et c'est merveilleux, c'est-à-dire que oui, j'ai fait le deuil de quelque chose, j'aurais aimé que les choses soient différentes, mais finalement, ce que j'ai là, c'est encore plus précieux. Juste qu'elle ait fait ces petits cadeaux de mariage, les petits cadeaux des invités, etc. C'est juste génial, je suis trop contente, quoi. Et jour de notre mariage, on est 80 et quelques. Alors, ce qui peut paraître déjà beaucoup pour d'autres gens. Pour Aurore, ça paraissait déjà énorme, parce qu'elle pensait qu'on allait se marier, qu'on allait être une dizaine. Mais en fait, dans ma famille, ils sont en général 250, voire 500. Donc, en fait, j'ai l'impression de faire un tout petit mariage intimiste, moi. Il manque beaucoup de membres de ma famille. En fait, j'ai fait le choix au moment des invitations. Je me suis dit, OK, soit je fais le tri, t'es allé manifester, je t'invite pas. T'es pas allé manifester, je t'invite, etc. Soit j'invite tout le monde. Ou j'invite personne. Et en fait, je décide d'inviter tout le monde. Sauf ma tante, une de mes tantes qui, elle, vraiment a été une grande violence. Et je me dis, bon, j'ai juste pas envie de lire sa réponse, je vais m'épargner ça. Tous les autres, je les invite. Même ceux qui sont allés manifester. Et c'est drôle parce que je reçois un panel de réponses qui est assez différent. Il y en a certains qui m'ont dit je ne viens pas parce que je ne cautionne pas, je n'ai pas envie d'assister à un mariage entre 2 femmes. Ils l'assument, ok, très bien, bon, au moins c'est honnête. D'autres me disent on est désolé, on n'est pas dispo, mais évidemment on vous souhaite tout le bonheur du monde. Certains m'ont dit oui, on a déjà un enterrement de vie de jeune fille ce week-end-là. Il s'avère que j'ai vu sur Facebook après que l'enterrement de vie de jeune fille avait lieu 1 mois après. Donc je sais qu'ils ont trouvé des excuses, ok. Et puis d'autres sont là. Alors certains sont là par curiosité, d'autres sont là parce qu'ils en ont vraiment envie et qu'ils sont juste heureux pour nous. Certains sont allés manifester et étaient là à notre mariage. Et en fait, je me dis, waouh, ok. En fait, certains de mes amis comprennent pas à ce moment-là ce choix que je fais. Ils me disent, mais attends, tu te rends compte, tu vas avoir des gens qui sont allés manifester, qui sont homophobes, etc., qui vont être à ton mariage. Je me dis, mais oui, et oui. Et je suis très contente qu'ils soient là. Et ils vont voir qu'en fait, c'est juste un mariage. Et c'est nouveau pour eux, mais c'est un nouveau aussi pour moi. Moi non plus, j'ai jamais assisté à un mariage entre 2 femmes. Je sais pas comment ça se passe. Je me suis jamais mariée non plus. Donc on verra. Et en fait, c'est un mariage. Cette journée, elle est merveilleuse. Évidemment, ça reste un très très bon souvenir parce que tout se passe très bien. En fait, les personnes qui sont là, il y en a 4 fois moins que ceux que je pensais, que j'avais imaginé petite. Mais ceux qui sont là, ils ont envie d'être là. Et tout le monde est hyper bienveillant et il y a beaucoup d'amour. Ma mère s'amuse. Ma mère... je sais pas s'il a pris des cachetons ce jour-là, mais elle se détend, elle rigole, elle fait la fête. Enfin, elle est plus détendue que jamais. Je l'ai jamais vue aussi détendue depuis 10 ans. Et c'est trop bien parce que je pense que juste à un moment, elle se dit bon bah voilà, foutu pour foutu, je suis là, autant m'amuser, autant en profiter. Et elle relâche la pression aussi parce qu'elle se rend compte qu'en fait, bah ouais, c'est un mariage. Voilà, c'est 2 femmes, on est 2 femmes devant Madame le Maire, mais c'est juste un mariage. Voilà, tout va bien, les gens sont heureux et ça se passe très bien. Donc je suis très heureuse de cette journée et je me dis mais
quel challenge, quoi. Il y a nos deux familles réunies, enfin, c'est rencontre en terre inconnue, vraiment. La famille d'Aurore et la mienne sont opposées, même dans le style, enfin, c'est vestimentaire, on n'a rien à voir du tout, quoi. Et je trouve que c'est trop bien d'avoir toutes ces personnes si différentes réunies dans la même pièce. Et c'est ce que je dis à Aurore ce jour-là, je dis, voilà, on dit qu'il y a certaines rencontres, oh, cette rencontre a changé ma vie. Ouais, t'as vraiment changé ma vie, en fait. C'est juste improbable ce qui se passe, parce que c'est à milieu de ce que j'avais imaginé gamine, quoi. Et c'est trop bien. Et pour rien au monde, j'échangerais contre mes rêves de petite fille. Et puis, quelques mois après, on décide de quitter Paris. On en a marre. Ça fait 10 ans qu'on vit tous les deux à Paris. On a envie de prendre l'air, on n'en peut plus. Et on part vivre dans le sud-ouest. Et moi, j'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'avoir des enfants. Je sais que c'est interdit en France, mais je veux des enfants. J'ai été vraiment heureuse enfant avec mes frères et sœurs. J'ai une bonne image de la maternité et de la parentalité, de manière générale. Aurore, elle, c'est l'opposé. Parce que elle, dans sa famille, chaque enfant a été suivi d'une rupture. Avoir un enfant, c'est quelque chose qui sépare, qui détruit des familles. Et elle n'est pas prête du tout. Aussi parce qu'elle, avec 8 ans de plus, on ne l'a pas éduquée en tant qu'homosexuelle avec cette image qu'elle pourrait se marier ou avoir des enfants un jour. C'est comme le mariage, elle le fait pour moi aussi parce qu'elle s'est toujours dit je pourrais ni marier ni avoir des enfants. Je pourrais rencontrer l'amour évidemment, mais ça n'ira jamais plus loin. Donc elle n'a pas du tout ce désir d'enfant. Et ça met du temps, ça met des mois où je la tanne, où c'est... Pour nous, c'est une période qui est très compliquée pour toutes les deux parce que moi, c'est pressant, j'en ai vraiment envie et j'ai envie que ça arrive. Et elle fait tout pour gagner du temps. Parce qu'en réalité, elle n'est pas prête, elle en veut pas, elle s'est jamais projetée avec des enfants. Mais un jour, elle me fait confiance. Je pense de la même manière qu'elle m'a fait confiance pour le mariage, où elle reconnaît encore aujourd'hui que c'était une très bonne journée et que ça valait le coup. Et elle est très contente de s'être mariée. Un jour, elle saute le pas, elle me dit « Ok, on y va, je suis terrifiée, mais on y va ». Et moi aussi, je suis terrifiée, parce que évidemment, n'importe quelle femme qui sait qu'elle va avoir un enfant a peur, qu'elle y soit préparée ou pas, elle a peur. Et puis en plus, parce que je sais absolument pas où on va et comment on va faire ça, quoi. Donc en fait, on se renseigne, on se rend compte qu'on a plusieurs options. On a l'option de l'adoption, mais adopter, on est réaliste. Alors moi déjà, j'ai envie de porter un enfant si mon corps le permet. Aurore ne veut absolument pas porter un enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment... même si ça n'avait pas marché avec moi, elle m'a dit jamais, pas de grossesse pour moi. C'est pas quelque chose qu'elle veut, qu'elle peut faire. Et donc on se dit, voilà, si on adopte, qu'est-ce qui va se passer ? Notre dossier, il va être en bas de la liste. C'est déjà des années de parcours de combattants pour les couples hétérosexuels. Donc en couple de femmes, on sait ce que ça va être. Ou alors, on peut faire une procédure de PMA. Alors, il y en a qui font des PMA artisanales avec un copain gay, où tu recherches sur Internet, tu trouves quelqu'un qui accepte de donner du sperme. Moi, j'ai pas du tout envie de ça. Et j'ai envie d'anonymat. J'ai envie que ce projet nous appartienne qu'à toutes les deux. J'ai pas envie d'y inclure quelqu'un d'autre. Je me dis, ok, alors là, c'est déjà compliqué de se projeter... de projeter un enfant avec deux mamans. Je me dis, alors si notre enfant a deux mamans, qu'il a aussi un papa et un deuxième papa, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, je vais aller voir sur Internet comment ça se passe. Et je vais sur des forums, je trouve aucune info. Les femmes qui parlent sur des forums avec des pseudos bizarres, je les reconnais pas, je me reconnais pas. Pour moi, ça n'a rien à voir avec mon histoire, avec ce qu'on est avec Aurore. Donc je sais pas, des fois, il y a des trucs qui datent d'il y a 10 ans, on sait plus si c'est valable, on est perdu. Et à force de me renseigner, je me dis, je vais regarder une clinique en Espagne, vu qu'on n'habite pas très loin. Et en fait, je cherche cette clinique comme on cherche un resto sur TripAdvisor, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde les statistiques de réussite, on regarde si le site internet est joli, clair, on regarde si les médecins sont francophones, on regarde le prix, on regarde les avis clients. C'est désolant de faire ça, en fait. J'ai presque honte d'être en train de me reposer sur des statistiques comme ça pour avoir un enfant. Très vite, ça me casse un peu dans mon élan de... Voilà, tout est beau, tout est rose, mais il faut y aller. Et ça prend du temps, ça prend des mois parce que c'est long, c'est compliqué. On signe un devis. Une insémination, ça coûte 1 500 €. Juste une insémination, donc il y a peu de femmes qui arrivent à avoir un enfant du premier coup. C'est très douloureux pour moi, psychologiquement, physiquement, parce que ces piqûres d'hormones, etc. Alors, chaque femme réagit différemment. Il y a des femmes pour qui c'est indolore et qui n'auront aucune saute d'humeur ni rien. Moi, ce sont des semaines... horrible, vraiment. J'en garde un souvenir terrible avec des douleurs, etc. Parce que en Espagne, ils n'ont pas du tout les mêmes dosages qu'en France. En fait, ils surdosent dans ces cliniques privées, tout simplement pour avoir des meilleurs résultats. Donc, les médecins en France, ma gynécologue en France m'alerte très vite dessus. Elle me dit, les doses qu'ils vous donnent là, c'est pour des femmes qui font des FIV en France, qui n'arrivent vraiment pas à avoir des enfants depuis des années. Et là, c'est dangereux ce que vous faites. Et en même temps, moi, j'ai pas le choix. Juste, je suis un protocole en Espagne et... voilà, ça coûte cher, je vais pas m'y reprendre à 10 fois, j'ai le droit qu'à 4 essais.
Au bout du 4e essai, les cliniques ne vous suivent plus. Donc après, il faut passer au FIV. Une FIV, c'est 5 000 euros. Enfin, je me dis, bah non, moi je vais y aller, on va mettre le paquet. Donc du coup, je suis en surdose. En France, à ce moment-là, c'est totalement illégal. Et les médecins, normalement, en France, n'ont pas le droit de nous suivre. En fait, j'ai besoin d'ordonnance. En fait, les médecins en Espagne vous disent, voilà les médicaments dont vous avez besoin et voilà les examens que vous devez faire. Donc les examens, c'est tous les jours prise de sang et échographie tous les jours. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus hypersalpingographie, etc. Des noms juste d'actes douloureux, en gros. Il y a un paquet de choses à faire, des prises de sang dans tous les sens. Et si je fais ça en Espagne, ça va me coûter extrêmement cher. Donc je suis obligée de le faire, je veux le faire en France. Et pour avoir un remboursement de la sécurité sociale, être prise en charge comme n'importe qui, il faut qu'un médecin accepte de me faire une feuille disant que j'ai besoin d'un suivi médical et que du coup j'ai besoin de faire ces actes-là. Le premier gynécologue que je vais voir, clairement, me fait comprendre à demi-mot qu'il n'est pas pour. La deuxième, qui est jeune, fraîchement installée, me dit « Ok, je vous suis, j'ai pas le droit ». C'est-à-dire qu'elle risque la radiation, c'est qu'elle fait, c'est illégal. Et elle le fait, mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose de clandestin. Enfin, la première fois où on sort de la clinique avec Aurore en Espagne, après avoir fait notre virement de 1 500 euros, plus 500 euros, je sais plus combien, juste de frais psychologiques, enfin, il se gave, hein. J'en ris, enfin, je dis, mais te rends compte, quoi. On est là dans un quart d'heure, on a repassé la frontière espagnole, on rentre en France et enfin, on est en quelle année, quoi? Là, on est en 2017 et je fais quelque chose, j'ai l'impression d'être une femme qui doit avorter il y a 50 ans. Et, enfin, c'est absurde. Mais j'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix. Donc, les traitements, en fait, se font en France. Je suis à 100% prise en charge par la sécurité sociale, qui ne sait absolument pas, en fait, qui me considère comme n'importe quelle femme qui a des problèmes à procréer. Mais par contre, l'insémination, l'acte, est vraiment absolument interdit en France. Donc, l'insémination a lieu en Espagne. Et donc, ce sont des semaines de traitement. La première insémination est un échec, donc c'est très douloureux parce que je sais qu'il faut y retourner, que j'ai pas le choix, que ça va pas arriver par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si à un moment, on décide pas d'y retourner, de repayer, de refaire toute la procédure, bah, ça va pas se passer. Ça peut pas arriver comme un couple hétérosexuel où on se dit, bon, on verra, ça viendra, ça viendra. Donc on y retourne, quelques mois après, je laisse mon corps se reposer un petit peu, et on y retourne, et cette fois-ci ça marche. Et je suis enceinte, c'est une nouvelle vie qui démarre. Là je me dis, il va falloir annoncer ça aux parents, encore. Je suis en train de les achever. J'ai jamais parlé de mon désir d'enfant avec eux, je parle absolument pas de ça. Certains m'ont dit, voilà, parle-leur de cette procédure, de ce que vous faites, parce que j'ai vraiment des soucis. En fait, j'ai fait une hyperstimulation ovarienne, parce qu'à force de surdose, en fait, mes ovaires sont devenus énormes, donc en fait, j'ai des douleurs qui sont horribles, mon ventre est enflé, je finis à l'hôpital aux urgences à plusieurs reprises, et pendant tout ce temps-là, où je suis clouée au lit à la maison, en train d'essayer de travailler, parce que je peux pas non plus mettre ma vie entre parenthèses, pendant tout ce temps-là, je peux en parler à personne de ma famille, je veux pas qu'ils sachent, parce que j'ai peur. Moi-même, je suis déjà pleine de questions sur notre avenir, sur comment ça va se passer, et j'ai pas les réponses à tout, j'ai peur de leurs questions, en fait, j'ai peur qu'eux me mettent encore plus le doute. Et là, bon, je suis enceinte, donc je me dis, bon, bah, il y a un moment, il va falloir l'annoncer, donc je me dis, je vais l'annoncer le plus tard possible, hein. Une semaine avant d'accoucher, je sais pas. Je cherche des solutions. En fait, ce moment de bonheur où on l'annonce à nos amis, etc., il est complètement entaché par ça, en fait. J'ai une peur bleue de leur annoncer. Et en fait, vient Noël. Et en fait, je suis enceinte de 2 mois et demi. C'est-à-dire que je me dis, bon, on verra au moins, je vais attendre le passage fatidique des 3 mois pour l'annoncer à tout le monde. Je suis enceinte de 2 mois et demi. Et en fait, on est tous en famille. Il y a mes frères et sœurs et je dis Aurore, écoute, vraiment, ça m'embête. Enfin, on se voit rarement tous ensemble. Là, on est physiquement tous ensemble. Je vais au moins le dire à mes frères et sœurs, ils vont être contents et tout. On va, voilà, à 2 semaines près, allez, on leur dit, quoi. Et j'annonce à mes frères et sœurs qui sautent de joie, ils sont hyper heureux pour nous, émus, etc. Parce qu'ils imaginent en plus, voilà, le parcours que ça peut être pour nous. Et puis là, j'ai ma petite sœur qui me dit, bah, moi aussi, je suis enceinte. En fait, on voulait l'annoncer ce soir à Noël. Ok, génial. Donc, en fait, elle est enceinte d'1 mois de plus que moi, quoi. Donc, c'est génial. Elle me dit, bah nous, on va l'annoncer ce soir, etc., sous le sapin, cadeau aux parents. Et là, je me rends compte de l'écart qu'il y a. C'est-à-dire que moi, je suis terrifiée à l'idée de l'annoncer. Et elle, bah, comme n'importe quel couple hétérosexuel, elle a hâte parce que mes parents, en vrai, ils vont être hyper émus d'être grands-parents à nouveau. Et en fait, dans les heures qui suivent, on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on apprend que le père d'Aurore est décédé le jour de Noël. Et pour nous, c'est un choc immense. Et cette journée prend une tournure tellement étrange. C'est-à-dire que le matin, j'annonce que je suis enceinte à mes frères et sœurs. Ma sœur m'annonce qu'elle est enceinte. Le père d'Aurore décède. On est sous le choc. On est en deuil. Et le soir, on doit fêter Noël. Et je sais pas, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, ok, bon, encore une fois, la vie, la mort, ça permet quand même de remettre les choses un peu en place. Là, je suis en train de paniquer, en train de me priver d'un bonheur, de peur de bousculer ma famille encore. Mais en fait, je suis enceinte.
c'est une chose heureuse. Je vais avoir un enfant, c'est une chose heureuse. Le père d'Aurore est décédé, c'est quelque chose de dramatique. Remettons les choses à leur place. Ce soir, je vais leur annoncer que je suis enceinte. Et tant pis s'ils sont pas heureux pour moi, je m'en moque. Moi, je suis heureuse, ça, c'est du bonheur. Et le soir, sous le sapin, donc avec ma sœur, on se dit, bon, on va l'annoncer toutes les deux. Je lui dis, voilà, t'avais prévu de l'annoncer, annonce-le d'abord. Moi, j'irai quand j'aurai le courage. Ma sœur et mon beau-frère annoncent la grossesse de ma sœur. Mes parents fondent en larmes. Voilà, la réaction qu'on peut évidemment tous imaginer. Et moi, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure parce que je me dis, mais ça va être horrible, ça va être horrible, ça va être horrible. Et c'est mon tour. À un moment, mon beau-frère me fait un signe, genre, allez, vas-y, c'est ton tour. Et j'y vais et je leur dis, voilà, moi, en fait, j'espère qu'aussi un jour, vous le prendrez comme un cadeau, que ça viendra, qu'un jour aussi, vous aurez une réaction comme ça. Mais nous aussi, on attend un enfant. Et mon père pleure. Mais pleure, il est ému. Il me serre tout de suite dans ses bras. Ma mère pleure beaucoup. Mais elle me serre aussi dans ses bras et elle me dit, voilà, elle me dit, c'est très difficile pour moi, là, très très difficile, mais elle me dit, mais je suis pour la vie, allons-y, quoi. Et c'est un moment d'une émotion immense, c'est-à-dire qu'on est tous en train de pleurer parce qu'il se passe quelque chose d'intense, en fait. Ma vie prend un tournant absolument surprenant, mais il n'y a pas que moi. Ils sont tous en train je les ai tous embarqués un peu avec moi. On vit tous un moment qu'on n'aurait jamais imaginé, en fait. Et après, la grossesse se passe bien. Tout s'est bien passé. Ma mère est un petit peu sur la réserve. Je sens que c'est compliqué pour elle. Mais petit à petit, quand je viens avec mon ventre qui s'arrondit, elle prend conscience que oui, vraiment, je vais être mère. Mais je pense que c'est aussi une réaction qui peut être normale d'une mère dont l'enfant attend un enfant. Voilà. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, donc là, je vais faire une petite ellipse, 1 an avant à peu près, un peu moins d'1 an avant. Mes grands-parents ne sont donc toujours pas au courant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été invités au mariage, etc. Et c'est toujours un immense secret. Marie-Clémence, célibataire, voilà, elle est en coloc avec une femme à Paris. Ok, super. Ils sont pas au courant. Et ma mère ne leur dit pas. Elle a peur, elle a une peur bleue de leur réaction. Et en fait, quelques mois avant, donc avant ma grossesse, un jour, ma mère m'appelle et me dit je leur ai dit. Et en fait, elle a sauté le pas. C'est-à-dire que pour elle, ce secret était devenu insupportable. Vraiment, enfin, c'est allé loin. C'est-à-dire qu'on a fêté un mariage, etc. Il n'y a pas de photo de mon mariage à la maison parce que si mes grands-parents viennent, il ne faut pas que les gens sachent. Enfin, c'est devenu... on devient fou avec cette histoire, quoi. Et elle me dit, ça y est, je leur ai annoncé. Donc je me dis, oh là là, comment ça s'est passé? Elle me dit, bah écoute, plutôt bien. Ils disent que voilà, t'es toujours leur petite fille, qu'ils t'aiment toujours, etc. Bon, le mariage, ça passe moyen, mais ça va et tout. Donc moi, je suis tellement soulagée. Je suis soulagée pour ma mère, etc. Je dis à ma mère, c'est trop bien si ça s'est bien passé. Et moi, je reprends tout de suite des forces et je me dis, bon, allez, je vais les appeler et je vais essayer d'aller les voir avec Aurore et je vais leur présenter Aurore et ça va bien se passer, je suis trop contente, etc. Et en fait, j'appelle mes grands-parents le lendemain et ça s'est très, très, très mal passé parce qu'en fait, ils sont pas du tout heureux de cette situation. Ils me le font bien dire, ils me le font bien comprendre. Ma grand-mère me dit, t'es pas finie. Ils me disent, mais est-ce que t'as consulté un prêtre avant de faire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Toi qui étais, on se souvient de toi, ta profession de foi, toi qui avais un parcours de vie qui semblait être si bien tracé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé embrigader, comment as-tu osé te marier? Comment as-tu osé faire ça? C'est grave, c'est dans... Bref, ils me disent qu'ils ne veulent pas rencontrer Aurore, qu'ils ne veulent pas en entendre parler, que Aurore ne représente rien pour eux, que ce mariage n'existe pas. Et en fait, ça m'a détruite, quoi, parce que, alors que j'étais plutôt bien armée, là, depuis quelques années, à encaisser les choses, mes grands-parents, j'avais une admiration immense pour eux quand j'étais enfant, et en fait, d'entendre de la bouche de ceux qu'on admirait, qu'on n'est pas quelqu'un de bien, c'est très difficile, en fait, parce que pendant un quart de seconde, on se met à douter. C'est vraiment, je le dis, oui, j'ai douté pendant quelques secondes. Je me suis dit, est-ce que genre, je suis dans une secte et tout le monde essaie de m'en sortir, et je suis la seule à pas comprendre que ce que je fais est grave et mal. Et j'ai douté, mais en même temps, je me dis, mais non, je peux pas vivre sans Aurore, j'y arriverai pas, il y a qu'elle. Et en fait, du coup, avec mes grands-parents, clairement, le dialogue est rompu. On ne se voit plus, on ne se parle plus, parce que j'ai le droit de venir. Ils m'ont dit, oui, tu peux venir à la maison, aucun problème, sans Aurore. Elle n'existe pas. J'ai dit, ah bah non, en fait, on se verra plus, c'est dommage. Et ma mère prend leur foudre, elle est accusée d'avoir raté mon éducation. Ils en veulent énormément à mes parents, en fait, d'avoir laissé tout ça aller si loin, d'aller jusqu'au mariage. C'est-à-dire que leur petite fille soit en couple avec une femme, c'est une chose, mais
qui nous ait laissé acheter un appartement, se paxer, se marier, enfin, ça devient grave, quoi. Donc évidemment, quand je suis enceinte, il est hors de question de leur dire. En tout cas, il faudra leur dire le plus tard possible, parce que je sais que ça va être un cataclysme. Enfin, vraiment, déjà, le mariage, ça les a retournés. Mais là, le fait que je sois allée faire un bébé avec un donneur anonyme en Espagne, eux, pour le coup, ils sont homophobes, quoi, tout simplement. Et en fait, ce jour de Noël, où j'annonce ça à mes parents, je reçois aussi un cadeau de mes grands-parents. En fait, chaque année, mes grands-parents font un cadeau à chacun de leurs petits-enfants. Ils nous font un chèque. Bon, il n'y a plus glamour, mais ils nous font un chèque à chacun. Et puis, je vois toutes les enveloppes sous le sapin avec nos noms. Mon grand-père, à ce moment-là, est très âgé, il est malade, il est à l'hôpital. Donc, on est déjà tous surpris d'avoir quand même une attention, alors qu'on sait qu'il est en fin de vie, tout simplement. Et puis, je vois que voilà, mes frères et sœurs, ils ont chacun leur enveloppe avec les 2 noms écrits dessus. Et puis, j'ouvre la mienne, et puis moi, il y a écrit que Marie-Clémence, évidemment. Aurore n'est pas citée sur l'enveloppe. Je me dis, ok, c'est assez difficile pour moi. Et ce que je décide de faire, c'est qu'en rentrant à la maison, en fait, j'encaisse ce chèque, et je reprends mon chéquier immédiatement, et je fais un chèque, moi, du même montant. Bon, c'était 150 balles, un truc comme ça. Je fais un chèque de 150 € que j'envoie au Refuge, donc une association qui vient en aide aux homosexuels qui, eux, sont vraiment littéralement mis à la rue de chez eux, vraiment vivent des violences quotidiennes graves. Et je me dis, bon, allez. Je trouve ça drôle de me dire que... Enfin, je me dis un jour, peut-être que je lui dirai que le chèque qu'elle m'a fait ce jour-là, en fait, elle l'a fait et qu'en ce moment, elle est en train d'aider peut-être un jeune gay ou une jeune lesbienne qui a plus de toit parce qu'elle a été mise à la rue par ses parents. Et je sens que voilà, il y a encore du travail. Et en fait, 2 mois après, mon grand-père décède. Je suis évidemment bouleversée et donc il y a les obsèques. Les obsèques, donc je suis enceinte de 4 mois quasiment. Ma sœur est enceinte d'1 mois de plus. Toutes les deux, on a notre petit ventre qui commence à se voir. Aurore ne vient pas à l'enterrement, même si elle est maintenant plutôt proche de ma mère et qu'elle sait la douleur de ma mère et qu'elle aimerait pouvoir être là pour m'accompagner moi aussi. Elle sait surtout qu'évidemment, elle va pas créer un scandale le jour de l'enterrement en se pointant, donc j'y vais seule. Et en fait, le jour de l'enterrement, je m'habille et je vois mon ventre et je me dis, bon, bah, il faut le cacher. Je mets une première robe, je descends voir ma mère qui me fait des gros yeux, genre, oulala, ça se voit. Je retourne me changer, je mets un énorme pull, une sorte de gros pull noir large avec un grand manteau, histoire de cacher vraiment au maximum cette grossesse. Donc j'ai juste l'air très mal habillée pour un enterrement, en fait. Ma sœur, elle est enceinte aussi, et puis bah, elle peut le montrer, et elle l'affiche. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde vient la féliciter. Les mains se posent sur son ventre, etc. Et c'est vraiment un choc pour moi ce jour-là. Ça reste un moment qui reste douloureux quand j'y pense. Parce qu'en fait, je me revois en train de passer les petits fours à la réception après les obsèques et voir ma sœur, tout le monde en train de la féliciter. Et moi, j'ai encore du mal à ce moment-là à comprendre que je suis vraiment enceinte. Enfin, on est dans la découverte de son corps, mais là, je réalise ce jour-là qu'en fait, je suis pas seule en ce moment à vivre cette situation. C'est-à-dire que je ne me l'impose pas qu'à moi, je l'impose aussi à mon enfant. Et qu'en fait, si je décide de me cacher moi enceinte, en fait, je suis déjà en train de la cacher au monde, cet enfant, alors qu'elle a rien demandé, quoi. Elle est encore dans mon ventre, qu'elle a pas le droit d'exister. Et je le vis vraiment, vraiment mal, quoi. Et je me souviens très bien de ce moment où ma grand-mère quitte la maison, etc. Tout le monde rentre chez soi et j'enlève, on en rigole presque avec mes frères et sœurs, où j'enlève mon pull, etc. J'ouvre ma robe, je fais éclater mon bide qui en peut plus parce que depuis le matin, je suis en train de gainer au maximum pour cacher mon ventre. Et ça les fait rire. Mon frère me dit, mais tu fais l'inverse d'un déni de grossesse. Il fait, ton ventre, il est énorme. Là, je fais, mais oui, mais parce que là, je sais pas comment dire, moi, parfois il y a un déclic psychologique qui fait aussi que le ventre se montre, quoi. Et là, mon ventre se montre d'un coup, quoi, vraiment. Et je me dis, non, c'est la dernière fois. Allez, c'est fini. Je l'ai fait là pour les obsèques de mon grand-père, mais je le ferai plus jamais. Et je veux pas imposer ça à mon enfant. C'est pas possible, quoi. Et les mois passent, la grossesse se passe très bien. Je demande même pas à ma mère d'annoncer ma grossesse à ma grand-mère. Je m'en préoccupe plus. Je me dis, bon, à un moment, elle fait pas partie de mon histoire, tant pis, quoi. Et ma mère, je sais qu'elle l'annonce à ma grand-mère. Je sais que je n'ai pas ses félicitations, évidemment. Et puis j'accouche le 22 juillet 2018, donc d'une petite fille. On a une petite fille qui s'appelle Charlie. C'est un moment voilà, de bonheur immense et bouleversant. Encore un passage à l'adulte qui est aussi violent que délicieux, quoi, la maternité. Et voilà, et donc tout se passe bien. On rencontre quand même des difficultés. C'est que le jour de notre mariage, on nous a remis un livret de famille. Donc c'est un moment hyper symbolique, ce moment où on nous remet un livret. Moi, je me dis, waouh, quand j'étais petite, je voyais le livret de famille et je regardais à chaque fois les prénoms de chaque enfant dessus. Mais là, en fait, j'ai pas le droit de mettre notre fille dessus. Parce qu'en fait, le mariage ne nous donne pas le droit d'avoir des enfants. Et donc, notre fille n'a pas le droit d'apparaître dessus. On commence à recevoir des formulaires administratifs, etc., où il y a écrit mère Marie-Clémence Bordet, père inconnu.
Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement violent, en fait, même pour notre fille, de mettre ça. Elle n'est pas de père inconnu, en fait. Elle n'en a pas de père, elle a 2 mères. Et je me rends compte qu'en fait, il faut qu'on fasse une procédure d'adoption qui me peut mettre des mois, etc. Donc on enclenche cette procédure, on s'y met tout de suite. Même si pour en fait vraiment démarrer une procédure d'adoption, l'enfant doit avoir au moins 6 mois. En fait, il faut qu'il y ait 6 mois de vie commune avec le parent adoptant. Donc comme on part de 0 pour elle, il faut qu'elle ait 6 mois. Donc on enclenche cette procédure qui a un coût aussi, parce qu'il faut passer chez un notaire, ça nous a coûté 300 ou 400 balles de juste faire un acte pour que je puisse dire ok, je suis d'accord pour qu'elle adopte notre fille. Il y a des frais administratifs, c'est long. Et puis ma grand-mère, je n'ai aucune nouvelle. Je sais qu'elle a fait un cadeau de naissance à ma sœur, qui a aussi accouché entre-temps évidemment, qu'elle se réjouit de cette naissance, mais moi j'ai aucune nouvelle. Et puis un jour, je me souviens très bien, c'est au mois de novembre, je rentre à la maison un soir et je vois une enveloppe dans le courrier. Je l'ouvre et là je vois que c'est ma grand-mère qui m'a écrit. Et je me dis, oh là, ma grand-mère n'écrit jamais. Mais vraiment, c'est pas du tout une femme qui aime écrire. Je me dis, ok, elle m'a écrit, je vois une petite lettre. En fait, à l'époque, j'avais un blog, donc marieclémence.com, où en gros, je partageais, en plus de mon travail, j'aimais bien faire ça, je partageais des idées de recettes, de mode, de beauté, etc. Et en fait, j'ai commencé à partager mon histoire avec Aurore, à la raconter sur ce blog. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, j'ai tellement manqué de repères quand j'ai vécu cette histoire. J'aurais aimé lire le parcours de quelqu'un pour qui ça peut bien se passer et de pouvoir m'identifier en fait à quelqu'un. Donc je me dis, je vais le raconter notre histoire. Donc en fait, toutes les semaines, je publie un nouveau chapitre où j'écris, en fait, vraiment de manière instinctive. J'écris ça en une demi-heure à la maison. Je leur fais lire à Aurore, histoire de m'assurer que les souvenirs sont bons. Et puis, je publie ça toutes les semaines. Et en fait, les gens commencent à le suivre sur le blog, commencent à y avoir beaucoup de lecteurs. Les gens attendent la suite de l'histoire. Et en fait, ma grand-mère m'écrit sur cette lettre qu'elle a découvert ce texte. Alors, je sais que quelqu'un de la famille lui a remis, parce que clairement, elle va jamais sur Internet. Et qu'en fait, dans ce texte, j'ai fait le récit. Entre autres, il y a un chapitre sur le rejet de mes grands-parents, sur cette fameuse discussion qu'on a eue au téléphone où ils ont été extrêmement violents. Et dans cette lettre, elle me demande pardon. Elle me dit qu'elle a eu des mots blessants, que voilà, que je méritais pas ça. Comme elle l'écrit exactement mot pour mot, en union de prière avec ton grand-père, parce que donc, mon grand-père est décédé, en union de prière tous les deux, nous te demandons pardon pour les mots, les mots durs et les mots blessants que nous avons pu avoir à l'époque. Elle me dit aussi qu'elle n'était pas en colère contre moi, mais qu'elle était en colère contre le tentateur auquel je n'ai pas su résister. Donc bon, elle maintient quand même des propos religieux très forts, elle dit que le tentateur fait beaucoup de mal aux hommes de cette terre. Bon, ok, très bien. Mais elle me demande pardon. Et c'est une étape qui est hyper importante parce que même si le fond de sa pensée reste certainement le même, reconnaître que je n'ai pas à subir ça, à subir cette haine, cette colère, je n'ai pas à entendre ces mots-là, c'est reconnaître ma douleur, c'est me reconnaître en fait comme victime en fait. Tout simplement, je suis victime de l'homophobie à ce moment-là et elle me demande pardon. Et dans la seconde, je lui pardonne. C'est-à-dire que je sais que le fond de sa pensée reste le même, mais dans la seconde, je lui pardonne. Et elle termine cette lettre en me disant « Soyez assurés toutes les trois de mes prières quotidiennes ». C'est une femme très religieuse, comme vous l'avez compris. Et c'est le seul moment en fait dans la lettre où elle cite Aurore. Elle me dit aussi qu'elle a appris par ma mère la naissance de notre petite Charlie. Et elle cite Aurore en disant en union de prière, voilà, je prie pour vous tous les jours. Pour un chrétien, c'est très important quand on dit je prie pour quelqu'un. Et donc moi, je lui pardonne tout de suite et je suis heureuse parce que voilà, Charlie, elle a quand même déjà quelques mois et je sais que évidemment, je n'avais pas envie de faire part, rien du tout. Donc je lui réponds tout de suite. Je lui réponds en la remerciant, en lui disant qu'effectivement, j'avais besoin de ces mots-là et que c'était hyper important pour moi. Je remets aussi les choses en place en lui disant que Aurore n'y est pour rien, que si on ne répond pas au dogme de l'Église, ça n'est pas notre responsabilité. C'est pas nous qui faisons les règles et que Aurore est une personne merveilleuse et qu'en fait il s'agit pas là juste de m'accepter moi et ma fille, il s'agit de nous accepter toutes les trois. Je n'existe pas à moitié. Parce qu'à un moment je me dis bon là elle est heureuse de cette naissance, elle a envie d'accueillir Charlie dans sa vie, mais Aurore on sait pas trop encore. Donc vraiment je remets les choses bien en place et je lui dis voilà si vous voulez venir à Noël à notre réunion de famille, parce qu'évidemment elle l'avait désertée parce que Aurore y était. Je dis si vous voulez être là, je serais heureuse de vous présenter Charlie et de vous présenter vraiment Aurore, quoi. Et à Noël, donc tout le monde est hyper stressé évidemment parce que bon, à chaque fois ça embarque toute la famille cette histoire. Et le jour de Noël, ma grand-mère est là
Et ça se passe bien. Je sais pas comment dire, encore une fois, ça se passe bien. Elles se sont regardées un peu, Aurore et ma grand-mère, un peu... Il y a des regards, etc. La situation, elle est évidemment pas détendue dans l'instant, mais ça se passe bien. Et en plus, elles s'entendent hyper bien. Enfin, encore une fois, Aurore a ce don de mettre les gens à l'aise, de les faire rire, etc. Elle fait rire ma grand-mère, elle en prend soin, elle lui fait ses tartines le matin. Enfin, c'est... On en oublierait presque qu'il y a encore quelques mois, on se parlait plus parce qu'on s'aime en fait. Et je pense qu'encore une fois, ce qui a fait que les choses ont avancé, c'est qu'à un moment, elle a mis un visage derrière. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'Aurore est juste un être humain normal, qu'on est une famille toutes les trois, qu'on est un couple, qu'on a une petite fille, et que cette petite fille, parce qu'elle a deux mamans, n'est pas dégénérée, quoi. Voilà, c'est une gamine comme les autres, en fait, ni plus ni moins, avec ses qualités, ses défauts, et voilà. Et c'est un moment hyper important. Dans les mois qui ont suivi, voilà, on s'appelle pas tous les jours avec ma grand-mère, loin de là, mais il y a encore quelques semaines, je suis allée lui rendre visite avec Charlie. Voilà, elles se cherchent pas, hein, toutes les deux, Aurore et ma grand-mère, elles ont pas forcément envie de se voir, je pense, au quotidien, mais en tout cas, c'est possible de vivre un peu en paix, tous ensemble, quoi. Et tout ça est assez récent, parce que le Noël dont je parle, c'est Noël 2018, donc c'était il y a moins d'un an. Donc les choses évoluent. Cet été, on a fait baptiser notre fille. C'était pour moi quelque chose d'important, pas d'essentiel, mais je me suis vachement interrogée. Je me suis dit, ok, est-ce que j'ai envie de confier à l'église un peu de ma fille ou pas, vu tout ce qu'elle a fait, vu le rejet, etc. Et je me suis dit, si c'est pas compliqué, si ça me demande pas de me battre, je le ferai. Parce que ça fera plaisir à mes parents, à ma famille aussi. C'est un repère important pour eux aussi, le baptême. Et en fait, j'ai contacté un prêtre de l'église du village d'Aurore, qui tout de suite m'a dit oui, aucun souci. Clairement, il s'en foutait qu'on soit deux femmes. Il était juste content qu'il y ait un nouveau baptême dans cette église. Et donc, notre fille a été baptisée début août. Et c'était génial, encore comme journée. C'était un peu improbable, quoi. Je me dis, mais ok. En fait, juste pour ça, juste pour me dire qu'au moment de signer les registres à la fin du baptême, j'ai pu barrer le mot père et marquer mère et signer pour qu'Aurore puisse signer à mes côtés dans la case mère. Je me dis, ouais, voilà, hop. En fait, au moment où j'ai barré ce mot père pour remarquer mère, je me suis dit, ouais, c'est une manière d'y aller, d'enfoncer les portes. Et peut-être qu'un jour, il y aura écrit mère et mère sur ce registre et qu'il y a d'autres familles qui pourront faire baptiser leur enfant plus naturellement, plus facilement. Je fréquentais quand même des homosexuels avant de rencontrer Aurore et je sais pas, ça me posait aucun souci. En fait, je m'interrogeais pas du tout là-dessus. Après, je me serais peut-être laissée plus influencer sur les sujets d'homoparentalité, etc. Est-ce qu'un enfant peut avoir deux mères ou deux pères ? Je pense qu'en tout cas, je me serais posé plus de questions, les choses auraient été peut-être un peu moins évidentes. Mais jamais j'aurais mis un pied dans une manif, jamais j'aurais fait tout ça. Ça, c'est certain, c'est sûr. Parce que je déteste l'idée de rejeter quelqu'un pour ce qu'il est, en fait, et que ça ne me concerne pas. Si les homosexuels ont envie de se marier, et qu'ils le fassent, s'ils ont envie d'avoir des enfants, qu'ils le fassent. Il ne s'agit pas de ma vie. Si j'avais été avec un homme, je pense que juste j'aurais eu cette décence de me dire que chacun fait bien ce qu'il veut, quoi. Voilà, et que je ne suis personne pour dire que... Enfin, c'est vraiment ce que j'ai répété souvent à ces gens-là, c'est « mais qui êtes-vous pour prétendre que vos enfants seront plus heureux que les miens ? Quelle est votre qualité ? Juste d'être un homme et une femme, c'est ça en fait qu'il faut pour qu'un enfant soit heureux. Alors je peux vous prouver par A plus B qu'il y a bon nombre d'enfants. Enfin, Aurore a été élevée a été le fruit d'un homme et d'une femme. Elle a énormément souffert de l'absence de ses parents, donc j'aimerais qu'on me prouve qu'un enfant en ayant un père et une mère sera plus heureux qu'un autre, quoi. C'était un entretien mené par Laurence Velli, réalisé par Sidney Clazen et coproduit avec le magazine Grazia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.